Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir ce matin avec Marie-Béatrice. Bonjour Marie. Bonjour. On est là pour parler du rôle du manager. Le manager, cette chimère qui veut qu'elle développe ou qu'il développe les collaborateurs tant qu'il est le garant de la performance de l'entreprise. Et je suis très heureux du coup d'avoir Marie-Béatrice pour en parler parce qu'elle a une expérience certaine sur le sujet dans une organisation que je qualifierais de pro-managérial, en tout cas avec énormément de contexte et de contraintes liées à la prise en main et l'évolution des collaborateurs via les managers. Et donc je vais te laisser te présenter rapidement, Marie, avant de rentrer dans le cœur du sujet. Bien, bonjour à tous. Ravi de vous avoir ce matin et de partager en fait notre expérience avec vous. Donc, je suis Marie-Béatrice Vernière, je suis DRH au sein de la Banque Populaire Rive de Paris. Voilà. Donc, c'est une entreprise d'à peu près 3000 collaborateurs et nous avons un petit peu plus de 350 managers. Voilà. Et donc, c'est comment les accompagner et les aider à encadrer ces fameux 3000 collaborateurs et comment nous avons mis cette solution en place que je vais essayer de partager avec vous ce matin. Yes. La manière dont ça va se dérouler, on va essayer de se garder 10 minutes à la fin, après un petit échange avec Marie-Béatrice d'une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc si vous en avez pendant le courant de la présentation, n'hésitez pas à les noter et on se fera fort de pouvoir y répondre sur la fin de la session. Les enjeux de l'évolution des compétences et de la performance en 2025, c'est l'ouverture pour nous. L'ouverture, c'est de se dire, ok, en 2025, on va être face à une année qui, notamment en termes de performance économique, va être très challengeante. On sort, je l'espère, d'une période économique dans laquelle, évidemment, toutes nos entreprises, petites, moyennes comme très grandes, ont dû faire face à des transformations, des bouleversements, à un contexte économique qui n'était pas toujours favorable. Et donc, comment on peut essayer de replacer au cœur de tout ça le manager comme un levier d'action du développement de ses collaborateurs? Alors, tout d'abord, on a choisi de positionner un mot qui ne se met pas toujours, c'est le mot performance. Souvent, quand on parle d'un management, on va tourner autour du mot performance. On va trouver, alors il y a une super paraphrase, nous l'utilisons dans nos valeurs, donc je l'assume complètement. On parle de bienveillance et d'exigence. Alors, avec ce fameux curseur, on explique à nos managers qu'ils doivent mettre le curseur entre la bienveillance et l'exigence. Comment réaliser ça? Parce que la réalité du quotidien de nos managers, c'est que eux, ils sont en première ligne pour faire en sorte que l'entreprise se développe. Donc, en creux, eux, ce qu'ils ont besoin d'avoir, c'est d'avoir des équipes qui soient performantes. Et donc, on arrive assez souvent à avoir une espèce de dualité avec des outils, et je fais mon premier mea culpa, au niveau RH, qui vont être dans la bienveillance, beaucoup dans l'accompagnement. Et quand le manager a besoin de parler performance avec ses collaborateurs, là, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Alors, généralement, chez nous, on a, je vous ai dit 350 managers, j'avais à peu près 350 tableaux Excel différents, assez secs, généralement. Et comme en plus, quand ils étaient différents, chaque fois qu'un collaborateur passait d'une entité à l'autre, en fait, il avait presque l'impression de rentrer dans un autre établissement. Je vois que vous partagez aussi ce genre d'expérience. Voilà. Donc ça a été un de nos premiers constats. Le premier constat, c'est que c'est une responsabilité qui doit être partagée. Au bout d'un moment, on met sur le manager tellement de choses sur ses épaules qui ne peut plus s'en sortir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez la même problématique, mais moi, chez moi, j'ai de moins en moins de gens qui ont envie de devenir manager. Ils ont l'impression que c'est que des contraintes et qu'ils vont devoir gérer ça tout seuls. Donc, un autre constat qui était important pour nous, c'était de pouvoir créer une sorte d'écosystème autour d'eux. Il n'y a rien de pire qu'un manager qui se sent seul, et le pire, c'est quand il nous dit « je suis seul face à mes équipes ». Donc, notre rôle, c'est de voir comment l'accompagner pour qu'il puisse avoir le bon impact. Et ce bon impact, c'est cette fameuse dualité entre la performance et le développement des compétences. Est-ce que je suis un manager gentil ou est-ce que je suis un manager exigeant? Alors, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine, c'est en tout cas ce qu'on va vous demander. Et je pense que là-dessus, un manager qui n'est que gentil ou un manager qui n'est que exigeant, dans tous les cas, ça ne fonctionne pas.
Mais pour qu'il puisse s'adapter, il faut du coup lui donner les moyens et les outils qui vont lui permettre d'avoir ce fameux discours factuel. On en parle beaucoup, hein. Un discours objectif avec une véritable analyse des résultats et des compétences. Et pour ça, il faut pouvoir l'outiller. C'est très intéressant ce que tu partages, Marie. Sur le dernier point, je me permets de rebondir. Cette notion de compétence au service de la performance, nous, on le vit au quotidien quand on déploie la solution Clara chez nos clients en grand groupe. Je passe mon temps à raconter aux collaborateurs et aux collaboratrices qui vont être au centre de notre solution que ce n'est pas parce qu'ils utiliseront bien Clara qu'on va les sauver d'une attente sur la performance. Pour autant, on a bien compris que le développement des compétences et la capacité de pouvoir faire en sorte que les gens savent faire ce qu'ils doivent faire au bon endroit, au bon moment, avec le bon accompagnement, c'était la clé en fait pour performer. Et donc on n'était pas dans une logique forcément d'opposition entre la performance et la compétence, mais comment on rend la compétence performante, comment on associe les deux. Alors, j'aime bien ce titre. On l'a laissé exprès, hein. Ouais. Nouveau rôle du manager, le manager coach. Là, je pense que vous dites, ah ouais, super le scoop. Ça fait 10 ans qu'on parle du manager coach. Je suis complètement d'accord avec vous. En plus, le manager coach, c'est une injonction qui est tellement partagée quand on dit au manager, vous devez être des coachs, qu'au bout d'un moment, c'est devenu un mot valise qui s'est vidé de son sens. On ne sait plus ce que ça veut dire être un coach. Est-ce que ça va jusqu'à leur dire ce qu'ils doivent manger le midi ? Bon, moi je suis dans une entreprise de service. Des fois j'ai des managers qui me disent est-ce que ça veut dire que je dois leur expliquer comment s'habiller face aux clients ? Des fois ça serait peut-être nécessaire, hein, mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire d'être coach ? Alors, nous ce qu'on a souhaité faire, c'est le recentrer sur 2 points qui étaient essentiels pour nous. Tout d'abord, il y a l'accompagnement des collaborateurs. Quand je dis l'accompagnement, c'est au tout début. Quand un collaborateur arrive, pour qu'il n'ait pas une espèce de... Vous allez comprendre cet effet-là. Vous savez, des fois, quand on visite un appartement, on visite l'appartement témoin pour une autre truc. Tout est super, tout est magnifique. Et puis, quand on emménage, après, dans la vraie vie, il y a des fuites de partout. Les couleurs, on vous les grège et finalement, c'est une espèce de rose assez moche. Voilà. Souvent, nos collaborateurs, nous, en tout cas au niveau de la RH, on leur fait vivre une expérience aujourd'hui au moment du fameux onboarding, c'est-à-dire expérience candidat. On leur envoie des plaquettes de chocolat, on leur envoie des plaids marqués Banque Populaire Rive de Paris pour qu'ils nous rejoignent. Ils ont une semaine d'intégration. Le DG à chaque fois qui vient leur parler pour leur expliquer le plan stratégique. Et après, donc ça a l'air d'être l'appartement témoin. Et d'un seul coup, ils débarquent dans leur agence ou dans leur unité. Et là, c'est un autre monde. Le plombier n'est pas là et ça devient différent. Et c'est là que c'est très important du coup de s'assurer qu'il va y avoir une expérience collaborateur qui va être homogène sur la pratique aussi. Donc non seulement quand ils changent d'entité d'un manager à l'autre, mais déjà parce qu'on sait à quel point c'est difficile de recruter des talents, à partir du moment où ils vont rentrer et poursuivre. Et ça, c'est un des enjeux sur lesquels on a travaillé. Pour ça, il faut mettre en place des rituels managériaux. Alors là aussi, pour que ça ne soit pas une injonction, parce que bien sûr que les managers voient leurs collaborateurs et qu'ils font des points. Maintenant, pour se souvenir ce qui s'est passé d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, ces rituels, ils doivent être structurés et ils doivent être remplis de façon identique et homogène. Donc ça aussi, c'est une des clés sur lesquelles on a travaillé. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'impact ? On ne parle pas de développement des compétences juste pour se faire plaisir. Derrière, quand on acquiert une compétence, c'est pour la mettre au service d'un résultat concret. Et ça aussi, c'est un des points essentiels du dispositif qu'on a voulu mettre en place. Ouais, on est allé jusqu'à calculer le ROI. Et quand je parle de ROI, je dis en gros mots parce que je parle d'argent. Je parle de l'impact en termes de bénéfices pour l'entreprise, en termes de résultats pour l'entreprise, de la mise en place d'un rituel sur le développement des collaborateurs qui soit structuré et d'essayer de corréler une équipe, une zone, un manager qui avait une bonne pratique de ces rituels-là avec, comme par hasard, un niveau de performance qui correspondait aux attentes de l'organisation. Alors, ce fameux manager qui est déjà difficile à avoir, à rentrer et à lui expliquer comment il va pouvoir mener toutes ses missions à bien, la première chose aujourd'hui qui est attendue et de plus en plus, parce qu'on a eu une évolution de la société, c'est cette fameuse culture du feedback. Alors ça veut dire quoi derrière cette culture du feedback ? On a tous
Dans le meilleur des cas, alors la loi, c'est un entretien d'évaluation tous les 2 ans qui doit être fait par le manager. Sinon, on se dit, bah tiens, on va faire un entretien par an, c'est déjà chouette. Alors, dans les entreprises qui ont les meilleures pratiques, ça se fait sans doute en janvier. Bon, chez moi, ça se termine en avril. Hein. Le temps que chaque collaborateur puisse faire vraiment l'entretien. Donc en fait, c'est super. On est évalué en avril sur des performances qui, dans le meilleur des cas, ont 4 mois, dans le pire des cas, ont 16 mois. Et on définit des objectifs, du coup, pour les quelques mois de l'année qui suivent, sachant qu'on en a déjà commencé 4. Donc à un moment, si on veut que le manager puisse avoir ce véritable rôle et cette responsabilité qui est nécessaire, il faut qu'on lui donne des outils pour suivre l'activité avec réactivité. C'est-à-dire de façon beaucoup plus régulière. En plus, si une attente des nouvelles générations, elles évaluent instantanément tout. Hein, c'est-à-dire qu'on prend sa course avec Uber ou avec son taxi, hop, on met tout de suite les étoiles. C'est quelque chose qui, chez eux, fait vraiment partie de leur approche. Et du coup, on a souhaité mettre un outil qui leur permette... j'ai le timekeeper qui me regarde 10 minutes, hein, j'ai compris. Qui leur permettent vraiment de pouvoir suivre ces performances de façon très régulière dans ces fameux rituels et de suivre les plans de développement. Et c'est un outil qui est partagé par et le manager et le collaborateur. C'est-à-dire que le collaborateur s'évalue, il dit tiens, comment est-ce que j'ai été dans mes pratiques par rapport à ce qu'on avait convenu la semaine dernière ou le mois dernier, puisqu'il y a des rituels qui sont sur la posture et d'autres qui vont être sur les résultats. Où est-ce que j'en suis? Je commence par m'auto-évaluer et ensuite mon manager m'évalue. Et il y a un moment d'échange entre les deux. Et en fait, c'est ce temps d'évaluation commun qui fait l'échange et qui crée où est-ce que j'en suis sur mes compétences et vers où je vais. Pardon. Merci Marie. Le dernier point qu'on souhaitait aborder, c'est l'alignement évidemment entre la gestion des talents et la performance de l'entreprise. Et que là-dedans, évidemment, on pense encore une fois au manager comme levier de ces deux objectifs-là et comment faire cohabiter dans le temps, avec une logique d'ancrage aussi, tant pour les collaborateurs que pour les managers, cette balance, cette juste balance qu'ils doivent trouver entre ces deux objectifs. C'est quelque chose qui est essentiel. Souvent, vous savez qu'il y a le serpent de mer de l'évaluation des formations, de l'impact des formations. Est-ce qu'on s'assure qu'elles sont bien mises en place? Alors, il y a sûrement plein de solutions qui ont été trouvées. Nous, on ne devait pas avoir à ce moment-là ce qu'il fallait, parce que du coup, ce qui nous permet aujourd'hui de faire ça, c'est ces entretiens et ces rituels où on aborde aussi, bah tiens, voilà, tu es allé en formation. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as retenu? Et du coup, sur quoi je t'attends dans une semaine, dans 15 jours, comme mise en application, ce qui permet d'avoir vraiment de la formation derrière sur le terrain qui passe par l'expérience. Par rapport à la problématique des talents, je vous disais à quel point tout à l'heure, c'est important d'avoir ce retour et ce feedback. Il n'y a rien de pire pour un collaborateur, surtout quand il a un petit temps de mou, s'il se rend compte que l'entreprise dans laquelle il est et son manager, personne ne s'en rend compte. Tout le monde s'en fout de ce qu'il fait. Qu'il travaille bien ou qu'il travaille mal, c'est pareil. Pour ceux qui travaillent bien, voir qu'il ne se passe rien quand quelqu'un n'est plus dans les clous ou travaille mal, c'est pareil. Tout se passe bien. On est à l'école des fans, c'est génial. C'est pas comme ça qu'on garde les talents. Les talents, ils ont une véritable attente. Excusez-moi, c'est générationnel, l'école des fans. Peut-être que tout le monde n'avait pas la référence. Pardon. Ce qui va faire qu'un talent va rester, c'est parce qu'il sait que son impact, ce qu'il va faire dans l'entreprise, son implication, elle va être reconnue. Sa contribution est là. Et sa contribution positive est reconnue. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'être exigeant là-dessus. L'exigence, elle doit être dans le fait de passer les rituels régulièrement. Avant de me faire rappeler par le temps, je vous propose de m'arrêter là pour avoir un petit temps d'échange. Voilà. Merci beaucoup Marie. On va prendre quelques questions si vous en avez. Évidemment autour de la thématique managériale et pour que Marie-Béatrice... Parfait. Merci Marie. Merci beaucoup. Quand on parle de rituel, concrètement, on parle de quoi? Alors,
Merci pour cette question. Les rituels, c'est le fait d'avoir un rendez-vous privilégié qui est dédié à ça. Alors, sur le principe, c'est quelque chose, on se dit, oui, toutes les semaines, le manager doit avoir un échange de 30 minutes avec son collaborateur pour voir où il en est sur son activité, comment il va, voilà. Mais assez souvent, ça reste incantatoire. L'avantage d'avoir un outil, c'est que cet outil, en plus, comme je vous l'ai dit, il est partagé, c'est le même pour tout le monde. Moi, cette exigence, je peux aussi l'avoir vis-à-vis des managers. Est-ce que l'outil a été rempli? Oui. Est-ce qu'il est rempli de façon pertinente? Oui. Et dans le cadre de leur évaluation et eux-mêmes, ils ont les mêmes rituels en utilisant les mêmes outils. Quelque chose qui va faire que ça devient un rituel, c'est parce qu'il y a un outil qui laisse une trace. Et cette trace, c'est celle qui permet de revenir sur les sujets, c'est celle qui permet de faire progresser dans le temps. C'est ça qui va faire que le rituel va devenir une réalité et pas juste une injonction. Tous les trimestres, je regarde quels sont les managers qui sont en retard sur leur rituel. C'est suivi. Merci beaucoup, Marie. Est-ce qu'il y a une seconde question pour Marie-Béatrice? Oui, moi je comprends bien que l'outil s'adapte bien à des performances, on va dire, qui sont chiffrables, hein, des ventes, etc., de produits, etc. Comment peut-on faire pour des choses qui sont un peu moins chiffrables, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des fonctions de la banque, voilà, des fonctions intégrées? Vrai sujet. Parce que, effectivement, vous pouvez vous dire, tiens, pour nos commerciaux, on va se dire comment tu as fait tes chiffres. Alors, je vous rappelle juste une chose, hein. Nous, les outils qu'on a mis en place ensemble, le rituel hebdomadaire, il ne parle pas de résultats. Il ne parle pas de chiffres. On parle de posture. Par contre, ça engage sur une chose au niveau RH et c'est un travail qui est très important à faire en complète association et de façon transversale avec les managers des autres directions qui animent de façon commerciale ou qui animent la productivité et les résultats. Il faut travailler sur des indicateurs qui soient de la posture. Ces postures, derrière, il faut en avoir des clés. Alors, ce n'est pas la peine de faire un dictionnaire de compétences de 360 compétences. On s'est limité. 10 postures par métier. Et ce sont sur ces 10 postures que l'on travaille. Top. Illustrer avec un exemple de posture. Moi, j'ai une idée, mais... Il y en a une, plein d'entreprises vont la connaître, c'est la proactivité. D'accord? On demande aux collaborateurs d'être proactifs. Alors, on a cet intitulé-là, et ensuite, avec chaque filière métier, on a décliné ce que ça veut dire la proactivité. La proactivité, c'est avoir rempli son agenda sur 15 jours avec plus de 3 rendez-vous par jour. Voilà. La proactivité, c'est avoir regardé où est-ce qu'on avait des dates de formation et s'être assuré qu'il y avait suffisamment de collègues dans l'équipe pour ne pas devoir annuler sa formation. On a vraiment travaillé des observables qui du coup deviennent des attendus, qui sont partagés, ils sont dans l'espace public, dans notre intranet. Chacun sait exactement à quoi ça correspond. On va prendre la dernière question. Merci. Moi, ma question, ça concerne les managers, parce que vous avez bien décrit leur vie de tous les jours. Pour être un manager aussi, lui aussi, il a besoin de suivi à un moment donné. Et je pense que vous avez prévu des choses sur cet outil. Donc, les postures, ce seront les mêmes. Est-ce qu'à un moment, on peut s'occuper des managers aussi? C'est essentiel. Parce que le manager, au bout d'un moment, sinon, il prend juste tout sur la tête. Il est responsable de tout, surtout le manager opérationnel, hein, avec des injonctions contradictoires, où il doit manager son manager, manager son équipe. C'est quelque chose d'assez complexe. Oui, là, du coup, lui aussi, il faut qu'il ait... Et ce travail a également été fait, c'est-à-dire que les rituels managériaux, les attendus et les postures ont été faites au niveau du dessus, et au niveau du dessus, et au niveau du dessus, parce qu'il faut être très clair. Pour qu'un dispositif comme ça fonctionne,
selon le bon vieux principe qu'il faut balayer les escaliers par le haut, c'est une dynamique qui doit toucher l'ensemble de l'entreprise. Une des clés de réussite, si je dois juste vous donner ce conseil, en tant que DRH, ne partez pas seul là-dessus. D'accord ? C'est quelque chose qui se fait avec les opérationnels et c'est vraiment parce que c'est une dynamique d'entreprise qui est validée par le plus haut, parce qu'au niveau le plus haut, il y a une exemplarité là-dessus, que derrière, ça va fonctionner. Et il ne faut rien lâcher. Nous, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, on a un niveau d'engagement de nos collaborateurs vis-à-vis de l'outil qui est de 86% et le taux d'engagement calculé, vous savez, avec l'Ipsos Diapason. Alors, je ne sais pas si vous avez lu dernièrement les articles sur les banques, hein, tout le monde dit que c'est un peu la cata quand même. On a un taux d'engagement de 80% de nos collaborateurs et un taux de recommandation de 92% de nos collaborateurs. Voilà. Mais une des clés sur laquelle on a travaillé, c'est la relation et la confiance entre le manager et ses équipes. On terminera là-dessus. Merci beaucoup, Marie. Si vous avez encore des questions pour elle, le stand de Clara, il est juste là, donc vous n'hésitez pas. Elle sera disponible pour vous répondre. Merci à toutes. Merci à tous.